Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14 heures. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacmel, c'est toute une équipe, Joannel François, Adassa Etienne, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, ouvrons cette page internationale aux États-Unis. L'ex-président américain est convoqué devant un juge à Miami pour être informé des charges retenues contre lui. Parmi les accusations figure la conservation de documents confidentiels, dont des informations sur des armes nucléaires après son départ de la Maison-Blanche. Voici un reportage à signer I24 News. Quelques centaines de sympathisants accueillent l'ex-président des États-Unis à son arrivée à Miami. Inculpé pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump doit comparaître ce mardi devant un tribunal fédéral de la ville. Il plaidera non coupable. Je dirai au président Trump que nous sommes des millions ici et que demain, vous allez voir, nous allons inonder Miami. Demain, pour vous soutenir, Donald Trump. Nous sommes là pour le soutenir. Toute cette histoire n'est qu'une parodie. Ça n'a même pas de sens. Le système judiciaire ici est tellement corrompu, ce n'est même pas drôle. Le principal concerné utilise les mêmes arguments, notamment un système judiciaire corrompu ou encore une chasse aux sorcières destinée à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Pour se faire entendre, il a d'ailleurs l'intention de donner une conférence de presse après sa première comparution devant le tribunal. L'ancien président est visé par 37 chefs d'accusation. Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classifiés secret défense après son départ de Washington en 2021, et d'avoir refusé de les restituer en violation des lois fédérales. Donald Trump répond que les documents ont été automatiquement déclassifiés à son départ de Washington, argument battu en brèche par l'acte d'accusation. Un entretien enregistré en juillet 2021 le décrédibilise sur ce point. On y apprend ainsi que l'ancien locataire de la Maison-Blanche a montré à 4 personnes dépourvues d'habilitation secret défense un plan d'attaque qui lui avait préparé le ministère de la Défense lorsqu'il était président. En tant que président, j'aurais pu les déclassifier. Maintenant, je ne le peux plus, mais il s'agit toujours de secrets. Donald Trump dénonce également le deux poids deux mesures de la justice américaine, s'appuyant sur 2 affaires similaires impliquant l'ancien vice-président Mike Pence et Joe Biden. Tous deux ont également conservé des documents classifiés dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Si Joe Biden est toujours visé par une enquête, aucune accusation criminelle ne sera portée contre Mike Pence. Pour l'accusé, c'est une preuve supplémentaire d'un acharnement judiciaire contre lui. S'il est reconnu coupable, celui qui se rêve à nouveau en président risque plusieurs dizaines d'années de prison avec sursis. Nous irons en Chine. La décision du Japon de déverser dans l'océan Pacifique les eaux contaminées par des substances radioactives de sa centrale nucléaire de Fukushima, détruite par un tsunami le 11 mars 2011, suscite des objections de la part de ses voisins chinois. Écoutons le responsable chinois. Le Japon ne devrait pas laisser l'ensemble de la communauté internationale supporter le coût des eaux contaminées dans son seul intérêt. Une telle pratique est extrêmement égoïste et irresponsable et le public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Japon, ne peut l'accepter. Cela ne fera que jeter le discrédit sur le pays et portera préjudice aux populations des pays voisins et des pays insulaires du Pacifique. Elle fera également perdre au Japon la confiance de la communauté internationale. Au Soudan, la bataille continue, finisse la trêve. Comment vivre sous les bombes à Khartoum? La trêve de 24 heures s'est terminée, c'est la reprise des combats. Voici un reportage signé Africa News. De violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise. La trêve de 24 heures qui s'est terminée dimanche n'aura donné que peu de répit aux habitants. Roquettes et obus font à nouveau trembler les murs des maisons. Seuls 20% des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum, où la situation est chaque jour plus invivable. Comment les gens peuvent-ils vivre dans une ville qui est bombardée et vaincue, où des tireurs d'élite sont dans la rue, où il n'y a ni magasin, ni service, ni marché? Cela fait presque 2 mois de guerre maintenant et la situation humanitaire est très difficile. Nous manquons de nourriture, de médicaments. Nous ne pouvons même pas aider les personnes qui sont blessées. Nous nous trouvons sur l'île de Touti, actuellement assiégée, et nous utilisons des bateaux pour pouvoir atteindre la région d'Omdurman ou celle de Bari.
Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour dans l'ouest du Soudan. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts. L'ONU rapporte 2 millions de déplacés et réfugiés. Nous irons en Ukraine. Un immeuble d'habitation a été touché par une frappe de missile mardi avant l'aube dans la ville de Kryvyi, la région de Dnipropetrovsk, dans le centre dans le centre-est de l'Ukraine, faisant au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Retrouvons le reporter de France 24 après un zooming de la situation. Kryvyi, c'est la ville natale de Volodymyr Zelensky, 700 000 habitants dans la région de Dnipropetrovsk, et c'est là qu'il y a eu un immeuble d'appartements de 5 étages visiblement frappé par une missile de croisière. Le gouverneur régional fait état de 3 morts pour le moment et 19 personnes hospitalisées, mais il est probable que ces chiffres vont monter puisque l'incendie continue et il y a encore des personnes dans les décombres. Les services de sauvetage sont sur place. Les systèmes de défense anti-aériens ukrainiens disent qu'ils ont abattu 10 missiles de croisière pendant la nuit, mais 4 autres ont atteint des cibles. Et puis, il y avait des informations juste ce matin d'une deuxième vague de missiles de croisière lancés en direction de l'Ukraine. Les sirènes ont retenti à travers tout le pays, mais on n'a pas encore d'informations sur s'ils ont été abattus ou s'ils ont atteint des cibles. Parlons des BRICS qui de Johannesburg au Pékin accueillera le sommet en août. Mzuvukile Jeff Maketuka, ambassadeur d'Afrique du Sud en Russie, l'assure en dépit des rumeurs, a été sur le plateau de la RT. Afrique du Sud ou Chine? Les spéculations vont bon train concernant le pays qui accueillera le prochain sommet des BRICS au mois d'août prochain. Pretoria subit en effet d'énormes pressions de la part de l'Occident en raison de ses obligations à l'égard de la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en mars dernier. Toutefois, l'ambassadeur d'Afrique du Sud auprès de la Fédération de Russie assure que le projet initial d'organiser le sommet à Johannesburg demeure d'actualité. Écoutons-le. Le sommet des BRICS aura lieu en Afrique du Sud en août, sans aucun doute. L'Afrique du Sud a toujours maintenu la position suivante. Nous comprenons l'obligation internationale qu'implique notre statut de membre de la CPI. L'Afrique du Sud a aussi maintenu la position. Elle a annoncé au monde comme quoi elle interagirait avec toutes les parties en ce qui concerne la CPI. Mais quant à un changement de pays hôte, je ne sais pas comment cela aurait pu se produire. D'une part, parce que la priorité est de préparer le sommet. Pour l'heure, on n'a eu qu'une rencontre des 5 ministres des Affaires étrangères des BRICS qui a eu lieu au Cap la semaine dernière. Il n'y aurait pu y avoir aucune décision prise parce que les ministres ne peuvent que présenter leurs recommandations au sommet. Bien sûr, on attendrait qu'ils interagissent avant le sommet entre les présidents. Nous ne sommes pas au courant d'une décision de report du sommet à un autre pays. Je peux aussi partager avec vous qu'il y a même eu des spéculations selon lesquelles il risquait d'être déplacé vers un pays voisin. Mais selon les ministres, la position de l'Afrique du Sud est toujours que le sommet se tiendra à Johannesburg. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Boston, 72 degrés Fahrenheit. Ça donne 22 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir à Saint-Étienne, bonsoir Joannel, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.